Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur GISN TV pour cette nouvelle matinale. Nous sommes dimanche, c'est la première de la semaine avec un programme chargé. On va commencer bien sûr avec les titres de l'actualité, ce sera dans quelques instants. Et puis nous parlerons aussi avec Dror Even-Sapir, notre chronique politique de la semaine, de la nouvelle bataille politique qui s'est engagée ces derniers jours au lendemain des élections générales en Israël. Benyamin Netanyahou, ce sera probablement lui, va devoir former un nouveau gouvernement et ce n'est pas joué d'avance. Les détails dans quelques instants. Et puis également sur ce plateau, nous rejoint Robert Wistrich, spécialiste de l'antisémitisme de l'Université hébraïque de Jérusalem, à la tête du centre de recherche et de lutte contre l'antisémitisme Vidal Sasson à Jérusalem, pour parler de la journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah, c'est aujourd'hui, et de l'évolution également de la lutte contre l'antisémitisme et des derniers chiffres. Avant tout cela, on retrouve Elsa Mimoun pour les derniers titres de l'actualité. Bonjour Myriam, bonjour à toutes et à tous. On ouvre ce flash ce matin avec ce bilan lourd pour l'Égypte. Plus de 30 personnes ont été tuées et 300 blessées hier dans des affrontements à Port Saïd après la condamnation à mort de 21 Égyptiens pour leur implication dans les violences ayant suivi un match de football l'an dernier dans cette ville du nord-est du pays. Ces heurts interviennent également au lendemain du deuxième anniversaire de la Révolution, lui-même marqué par des violences entre manifestants et policiers qui ont fait 9 morts et plus de 530 blessés selon des sources médicales. En Syrie, les forces de Bachar al-Assad ont mené de nombreux raids aériens à travers le pays, dont l'un a tué 8 enfants. Des raids aériens ont notamment visé la province d'Alep, de Raqqa ainsi que le sud et l'est de Damas. C'est ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ceci intervient au moment où l'OTAN annonçait que ses premiers missiles patriotes déployés à la frontière syro-turque étaient opérationnels. En Iran, une explosion massive aurait détruit une partie du site nucléaire de Fordo, situé près de la ville de Qom. La centrale nucléaire est une installation secrète, à l'origine découverte par les services de renseignement occidentaux. Elle est devenue le centre de l'activité nucléaire iranien. Son emplacement est surveillé par de nombreux pays, car elle dispose de 2700 centrifugeuses qui enrichissent l'uranium à 20%. On passe à présent au Mali. L'armée a accéléré son offensive vers le nord en reprenant la ville de Gao, bastion islamiste. Soldats français et maliens se sont emparés hier de la principale ville du nord du Mali. Ceci marque un tournant majeur dans la lutte contre les groupes islamistes armés au 16e jour de l'intervention militaire française dans le pays. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault a affirmé que les troupes françaises et maliennes se trouvaient en ce moment autour de Gao et bientôt près de Tombouctou. Fin de citation. Puis en Israël, Benyamin Netanyahou a proposé les affaires étrangères ou le ministère des Finances à Yair Lapid. C'est ce qu'a indiqué un quotidien israélien, précisant que l'offre a été faite jeudi soir lors de la rencontre entre l'actuel Premier ministre et l'ancien journaliste. Ceci a marqué le point de départ des négociations en vue de la formation d'une coalition gouvernementale à l'issue des législatives de mardi dernier. Et toujours en Israël, des membres du parti du Likoud ont laissé entendre que Benyamin Netanyahou et sa femme Sarah veulent Habayit Yehudi, le parti de Naftali Bennett, en dehors de la coalition. Cette décision serait motivée potentiellement par des problèmes personnels entre le couple Netanyahou et Naftali Bennett. Aujourd'hui se déroule la journée internationale de l'Holocauste à laquelle nous consacrons une partie de notre matinale. Plusieurs hauts fonctionnaires des Nations Unies, dont le secrétaire général Ben Ki-moon, ont rendu hommage au courage et à la compassion de tous ceux qui ont sauvé la vie des Juifs et d'autres pendant l'Holocauste. D'autres cérémonies organisées par l'ONU auront lieu aujourd'hui un peu partout dans le monde. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité internationale. Tout de suite, retour en plateau avec Myriam Danan pour votre matinale. Très bon dimanche à tous. Merci Elsa, et puis on va donc poursuivre cette émission avec à nos côtés Dror Even-Sapir pour faire le point sur cette bataille politique qui s'est donc engagée en Israël. Bonjour Dror. Bonjour Myriam. Alors Benyamin Netanyahou, ce sera lui probablement qui va former le prochain gouvernement. D'ailleurs, il n'a pas encore été nommé par Shimon Peres, mais il a déjà démarré ses négociations. Yair Lapid, on en est sûr, un allié inévitable. Inévitable, incontournable, puisqu'avec 19 députés, eh bien, il est le partenaire effectivement incontournable de toute coalition. Il y aurait peut-être 2 ou 3 plutôt scénarios possibles, Myriam. Le premier scénario, ce serait celui d'une coalition civile qui se concentrerait sur les affaires domestiques internes. Le Likoud Betenu, bien évidemment, derrière Benyamin Netanyahou et Avigdor Lieberman.
le parti de Yair Lapid, le Yesh Atid et le parti Abait Yehoudi de Naftali Bennett, mais sans le Shas. Et cette coalition pourrait bien satisfaire le parti de Yair Lapid concernant l'une de ses principales exigences, à savoir l'instauration de l'égalité des devoirs et du service national pour tous, y compris pour les ultra-orthodoxes. Mais du coup, il va sacrifier bien sûrement au dossier diplomatique, vu qu'on le sait, Naftali Bennett et Yair Lapid ne sont pas d'accord sur le conflit israélo-palestinien et sa résolution. Effectivement. Alors, mais là, dans le cadre de cette coalition, avec Bennett et sans le Shas, ce serait une coalition qui n'irait pas de l'avant dans le dossier palestinien. Maintenant, l'autre scénario envisageable, c'est une coalition avec le Shas, le parti ultra-orthodoxe séfarade, mais sans Naftali Bennett et les sionistes religieux du Abait Yehoudi. Et ça, c'est une coalition qui serait plus à même de reprendre effectivement les négociations avec les Palestiniens. Vous savez, les négociations avec les Palestiniens, la relance du processus de paix, c'est l'une des conditions, c'est peu, mais c'est important de le rappeler, c'est l'une des conditions de Yair Lapid et de son parti, le Yesh Atid, même si au cours de la campagne électorale, vous vous en souvenez, Myriam, Yair Lapid a très peu parlé des dossiers internationaux, des dossiers politiques. Maintenant, il y a un troisième scénario. C'est peut-être le scénario qui a la préférence de Benyamin Netanyahou, c'est celui d'une coalition avec tout à la fois Naftali Bennett et son parti, le Abait Yehoudi, et le Shas, la coalition la plus large possible, une coalition qui pourrait ni véritablement aller de l'avant dans les dossiers internes, notamment le dossier de l'incorporation des ultra-orthodoxes au service national ou militaire, même si on peut s'attendre à ce que le Shas fasse preuve de souplesse et accepte des compromis. Et que Yair Lapid pose des lignes rouges. D'un autre côté, une coalition aussi élargie permettrait également à Benyamin Netanyahou davantage de stabilité politique. Effectivement, mais j'attire votre attention sur l'inconnu Bennett, puisque la presse de ce matin fait état, et Elsa nous en a parlé dans son flash, fait état des réticences de Benyamin Netanyahou et aussi de son épouse Sarah sur la participation de Naftali Bennett et de son parti, le Abait Yehoudi, à la prochaine coalition gouvernementale. Sarah Netanyahou aurait même fait, c'est le Haaretz qui l'affirme, aurait même imposé un veto contre la participation de Bennett et de son parti. Vous savez que les relations entre Naftali Bennett et Benyamin Netanyahou, ou plutôt les relations entre Naftali Bennett et le couple Netanyahou, ne sont pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis l'époque où Bennett était le secrétaire, le directeur de cabinet de Netanyahou, lorsque ce dernier dirigeait l'opposition israélienne à l'époque d'Ehud Olmert. Eh bien, depuis, les relations sont très tendues entre les deux hommes. Mais même si on prend pour fait avéré aujourd'hui des relations très conflictuelles entre Sarah Netanyahou et Naftali Bennett, reste à savoir quel rôle a la première dame, si on peut l'appeler ainsi, dans la formation de la future coalition gouvernementale. Oui, alors en principe, vous savez, les Israéliens ont voté pour Benyamin Netanyahou, pas pour Sarah Netanyahou, donc en principe... Ils ont même voté pour le Likoud. Donc en principe, l'épouse du Premier ministre n'a aucun rôle, bien évidemment, officiel à jouer dans cette histoire. Hein. C'est la presse qui l'affirme. Il est très difficile, c'est très délicat de parler de l'éventuelle implication de Mme Netanyahou dans les affaires politiques, dans les affaires de coalition. Une partie de la presse s'en fait l'écho. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ce n'est pas justifié? Ce n'est pas à nous de le dire. En tout cas, ça on le saura probablement dans quelques jours. Laissons ce point d'interrogation sur Naftali Bennett. Yair Lapid, lui, est face à un autre point d'interrogation. C'est un petit peu un choix de carrière qu'il a devant lui, Yair Lapid. On lui propose le ministère des Affaires étrangères, ou celui des Finances, ou celui de l'Éducation même. C'est lui qui va devoir choisir. Et c'est un grand pari pour ce nouveau parti. Effectivement. Alors, vous savez, Lapid est un petit peu surpris de son propre succès. Et c'est un succès qui l'oblige, qui le contraint, entre guillemets, à rentrer dans la cour des grands et à demander un ministère parmi les principaux ministères. En Israël, on a l'habitude de dire que les trois principaux ministères sont celui des Affaires étrangères, celui des Finances et celui, bien évidemment, de la Défense. Yair Lapid aux Affaires étrangères, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Il est très à l'aise, évidemment, dans les médias. C'est un ancien journaliste. Il a un bon anglais, il a une bonne maîtrise de l'anglais. Il passe bien à la télé, il est très avenant. Il peut donner une meilleure image d'Israël, meilleure peut-être que celle qu'Avigdor Lieberman, l'actuel ministre des Affaires étrangères, a donnée à travers le monde et dans les chancelleries occidentales. Donc c'est peut-être un bon choix. Le problème, Myriam, c'est que Yair Lapid a fait campagne sur les questions domestiques, sur les questions internes. Et il a reçu 19 sièges, 1 demi-million d'Israéliens ont voté pour lui et pour son parti, pas pour qu'il devienne ministre des Affaires étrangères, mais pour qu'il s'occupe des fameuses classes moyennes dont il se veut le champion en Israël. Donc ça pourrait être considéré peut-être par une partie de son électorat comme une trahison électorale. Reste à savoir s'il prendra le risque. Un mot également sur les nouveaux députés qui sont rentrés à la Knesset. Avant de parler des nouveaux députés, les finances.
Yair Lapid n'y connaît pas grand-chose de son propre aveu. Oui, dans un cas comme dans l'autre, pas beaucoup d'expérience pour le nouveau venu dans le Parlement israélien. Pour les finances, peut-être encore moins. Les finances demandent davantage d'expérience que les affaires étrangères. Et tout de même, vous savez, vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous connaissez bien les affaires d'économie. Le prochain budget de l'État sera placé sous le signe de la rigueur, sera placé sous le signe de l'austérité. On parle de coupes sombres dans les budgets sociaux, ce qui rendra la tâche très difficile au prochain ministre des Affaires. Et là, en un mot, Dror, il a l'option de placer par Yair Lapid un économiste à la tête des finances, tel que Trachtenberg, notamment, cette figure de la protestation sociale. Ou peut-être même Stanley Fischer, le gouverneur de la Banque centrale. Qu'il accepte. C'est pas sûr, on verra. Voilà, alors un dernier mot, Dror, sur ces nouveaux députés qui sont rentrés dans le Parlement israélien avec cette dernière Knesset. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux, sans doute plus que lors des précédentes élections. On en voit ici un Voilà, alors là sur ce graphique, on voit des photos de nouveaux députés, mais également d'anciens députés qui sont revenus à la Knesset. Alors c'est un petit peu trompeur, mais effectivement, le nombre de nouveaux députés pour cette 19e Knesset est un record. 48 nouveaux députés. En général, il y a une quarantaine de nouveaux députés. 48, c'est beaucoup. Tous les députés du parti de Yair Lapid, le Yesh Atid, 19 en tout, sont nouveaux. C'était presque une profession de foi pour lui-même de prendre des nouveaux venus. Effectivement. Alors, Lapid avait promis qu'il n'y aurait pas de politiciens ayant déjà servi au Parlement sur sa liste. Il a tenu promesse. Il y a très peu de nouveaux députés dans la liste du Likoud Betenu. Il y en a 3 seulement. Et seulement un qui appartient au Likoud, et c'est Moshe Feiglin, qui est considéré comme plus radical que le Likoud, comme peu représentatif de ce qu'est véritablement le Likoud. Il y a beaucoup de femmes également. Une figure pas très souhaitée par Binyamin Netanyahou. Par contre, à Voda, on a retenu les figures de la protestation sociale qui se sont imposées dans cette liste. Sur le Parti travailliste, on retrouve 2 des dirigeants de la contestation sociale de l'été 2011, Itzik Shmuli et Stav Shafir. Stav Shafir qui sera la Benjamin de la Knesset et sans doute l'une des plus, voilà, on la voit à l'écran, l'une des plus jeunes députées à avoir jamais servi au Parlement israélien puisqu'elle n'est âgée que de 27 ans. C'est très jeune. Et j'attire votre attention, Myriam, sur le nombre de femmes. Vous savez, la Knesset, la 19e Knesset sera une Knesset bien plus féminisée que la précédente. Et là aussi, c'est grâce à Yair Lapid. Et c'est en grande partie grâce à Yair Lapid, puisque sur les 19 députés de son parti, le Yesh Atid, 8 femmes. Alors, c'est pas la parité, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Et puis un mot, enfin, Dror, sur les fils d'eux. Ils sont aussi là, dans cette Knesset. 1, 2, 3, on les compte. Yair Lapid, notamment, Yair Lapid, bien sûr, mais ce n'est pas le seul. Voilà, puisque le père de Yair Lapid, Yosef Tomi Lapid, a dirigé, qui était lui aussi un ancien journaliste, a dirigé au début des années 2000 le parti libéral et très anticlérical, vous vous en souvenez, le Chinouille, avec un certain succès. On a un autre Yair Shamir, le fils de l'ancien Premier ministre Yitzhak Shamir, qui est au parti de David Lieberman, Israël Betenu, sur la liste commune Likoud Betenu. Et puis Omer Bar-Lev, moins connu, c'est le fils de l'ancien dirigeant travailliste et aussi ancien chef d'état-major de Tzahal, Chaim Bar-Lev. Voilà, et puis donc on souhaite en tout cas à Yair Lapid peut-être une carrière politique plus longue que celle de son père. On se rappelle le succès assez éphémère de ce parti Chinouille. Effectivement, alors le parti Chinouille version Tomi Lapid avait duré 2 Knesset. Oui, effectivement. Son grand succès c'était en 1995. Voilà, 2013 pour le fils, pour Yair Lapid. On verra ce que ça donne dans la prochaine coalition. La suite de cette émission, c'est avec le professeur Robert Wistricht. Bonjour. Bonjour. Alors, Journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah, c'est un jour important. Il est marqué à l'ONU, il est marqué également au Conseil de l'Europe. C'est d'ailleurs une initiative au départ de l'Union européenne, il faut souligner, avec en vue la promotion de projets éducatifs, la protection également des lieux de la mémoire. C'est une journée importante. Vous pensez qu'elle a un bon effet aujourd'hui sur l'ensemble de la population mondiale? Vous pensez que le monde a tiré les leçons de la Shoah? D'abord, c'est une bonne chose que les institutions aussi importantes que l'ONU et le Parlement européen prennent conscience de cette journée et que les membres des États sont obligés, de quelque sorte, à respecter et à manifester leur reconnaissance de l'importance de cette journée. Malgré cela, il faut quand même signaler quelques signes qui sont moins positifs depuis longtemps. Et encore dans cette année, cette nouvelle année 2013. D'abord, il faut prendre conscience qu'en Europe, par exemple, on a toujours tendance de voir la Shoah à travers d'un prisme
très généralisé, on peut dire universaliste, mais ça ne dit pas grand-chose. C'est-à-dire que l'élimination des Juifs n'est pas assez ciblée dans la définition qui est donnée? Certainement, la place des Juifs est de plus en plus contestée, c'est-à-dire les leçons qu'on essaie de tirer sont plutôt du genre être pour la tolérance universelle, les droits de l'homme, défendre les minorités. Tous ces idéaux, tous ces projets sont bien sûr à soutenir, mais cette tendance de déjudaïser de quelque sorte la Shoah, même si ce n'est pas forcément l'intention explicite, ça, c'est de plus en plus évident. Alors ce message universel, on l'a retrouvé dans la dernière déclaration de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, justement. Oui. Il a appelé un nouvel appel à la tolérance, comme vous venez de le dire. Il a souhaité également que cette journée internationale soit peut-être un mode de prévention pour éviter de nouveaux massacres d'une telle ampleur. Vous pensez que c'est le rôle d'une telle journée et qu'elle en a les moyens? Écoutez, on ne peut pas être contre l'idée qu'il faut essayer de tout ce qu'on peut pour la prévention. Quand on regarde ce qui s'est passé réellement dans le monde depuis 20 ans, depuis 30 ans, et on voit que ça n'a pas du tout agi de telle sorte. C'est-à-dire les guerres civiles, les révolutions avec tout le sang qui a été versé, la cruauté, le sadisme, les tortures, les exactions, même des petits génocides, disons. On les a vus depuis 20-30 ans sans que la prise de conscience de la Shoah a pu agir. Deuxième point, et ça c'est plus grave pour nous, pour le peuple juif et pour l'État d'Israël. De plus en plus, on voit en Europe et ailleurs qu'il y a une tendance de retourner la Shoah contre l'État d'Israël, de présenter les Juifs en Israël comme les bourreaux et les Palestiniens comme les nouveaux Juifs. Ce qui est une déformation grotesque, bien sûr, de la réalité, mais qui est devenue de plus en plus populaire. Alors, on va revenir dans un instant sur ce qui est peut-être une mutation de l'antisémitisme sous forme d'antisionisme. Un mois auparavant, on a parlé de ces massacres que le monde aujourd'hui n'est pas capable d'empêcher. Alors, on peut citer les massacres en Irak, les massacres au Darfour. Ils ne manquent pas au cours des 20, des 30 dernières années. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement, l'éducation, ces appels à la tolérance, l'ONU, ne servent à rien pour empêcher de tels massacres de se reproduire et même pour empêcher potentiellement une deuxième Shoah de se reproduire demain? Je suis très sceptique concernant la possibilité d'utiliser la Shoah pour ses fins pédagogiques. Ce qui ne veut pas dire que je suis pour qu'on arrête tout enseignement sur la Shoah. Il faut peut-être repenser cet enseignement en prenant compte plutôt du monde où nous vivons réellement. Il faut réfléchir sur une certaine faillite dans l'enseignement. Par exemple, en France, ne prenons que le cas de la France, mais ça existe ailleurs. Depuis plusieurs années, on constate que ça devient de plus en plus difficile d'enseigner la Shoah dans les écoles de la République. En grande partie, à cause de cette résistance, de ce refus des élèves musulmans qui ne veulent pas entendre et qui font la vie difficile aux enseignants. Et là, faute à l'État, faute au ministère de l'Éducation qui ne s'impose pas assez, la faute à qui? Bien sûr que les racines sont plus profondes parce que cette non-intégration de tellement d'immigrés dans la République donne sa réflexion, son reflet dans les écoles. Mais il y a aussi les enseignants qui parfois, poussés par certains principes politiques, ils ont tendance de confisquer la Shoah pour des fins qui ne sont pas réellement des fins pédagogiques, c'est-à-dire mobiliser les gens
dans une espèce de lutte antiraciste qui, paradoxe des paradoxes, exclut les Juifs, parce que les Juifs ne font pas partie chez les bien-pensants des victimes. Alors un autre exemple, professeur Wistrich, il y a le centre Simon Wiesenthal qui vient de sortir son dernier rapport. Le nombre de procès contre les criminels nazis est en hausse cette année de façon assez curieuse, alors que justement c'est une race qui est en train de s'éteindre, si on peut dire. Et justement le nombre de procès se multiplie, notamment en Allemagne ou encore en Italie. C'est une bonne chose pour la préservation de la mémoire de la Shoah ? Une chose est sûre, que cette fixation sur la Shoah n'a pas pu empêcher en quoi que ce soit la montée des incidents antisémites. Donc il faut se débarrasser peut-être une fois pour toutes de cette illusion qui est très commune chez les Juifs de la diaspora et même parfois en Israël, cette illusion qui consiste à dire qu'en enseignant la Shoah, on peut faire un pas dans la lutte contre l'antisémitisme. Et si on devait revenir à cet exemple de procès nazi, le procès d'Emianiuk, pour ne citer que lui, il y a quelques mois, ce criminel hongrois jugé en Allemagne, c'est un procès pour rien? C'est une illusion de justice? Non, je pense que, bien sûr, ça va arriver à son fin en quelques années, mais je crois qu'il y a eu une valeur éducative dans la poursuite des nazis. Même si ça paraît parfois à beaucoup de monde comme une chose qui est peut-être superflue. Je pense que ça a eu une valeur et je ne suis pas contre. Mais de toute manière, en 2 ou 3 ans, peut-être, il y a plus de criminels de guerre à poursuivre. D'autre part, il faut signaler que dans les pays de l'Europe de l'Est, par exemple, et dans les États baltiques, on assiste à cette réécriture de l'histoire qui consiste à dire que la Shoah n'était pas unique, que enfin, les crimes du communisme ont été aussi graves et peut-être sur la même échelle, on les place en Europe sur la même échelle de plus en plus. Ça aussi, c'est un point difficile à gérer pour l'avenir. Vous êtes en train de nous expliquer que la préservation de la mémoire de la Shoah est très importante, mais qu'elle ne doit pas être le seul outil de lutte contre l'antisémitisme. Absolument. Quels sont les autres outils qu'on peut utiliser? Écoute, il y a une lutte qu'il faut mener au niveau des gouvernements. Et là, il y a eu quelques succès, c'est-à-dire il y a certains gouvernements qui acceptent qu'il faut non seulement enregistrer tous les incidents antisémites, mais il faut essayer de donner un exemple et parfois de légiférer contre certains actes. Par exemple, contre le négationnisme. En plusieurs pays européens, par exemple, c'est interdit. C'est une offense criminelle. Il y a une lutte beaucoup plus difficile qu'il faut mener au niveau de l'opinion publique. Parce qu'il y a une certaine, je suis désolé d'utiliser le mot, une certaine fatigue à l'égard de la Shoah dans les populations non juives. C'est-à-dire, il y a une sorte de résistance. On le ressent beaucoup plus en Allemagne depuis longtemps, parce qu'évidemment, c'est eux qui se sentent culpabilisés. Une volonté de tourner la page. Oui, absolument. Ça existe depuis 30 ans, au moins, et ça n'a pas changé. Heureusement que l'élite politique de l'Allemagne, en commençant avec la chancelière Merkel, résiste à ces tendances. Alors un mot pour finir, professeur Wistrich, avant la fin de cette émission. On a parlé au début de cette émission du lien de peut-être ce phénomène de mutation de l'antisémitisme sous forme d'antisionisme. Oui. Ça a été le résultat de nombreuses recherches, mais c'est très mal accepté par l'opinion publique. Antisémitisme, antisionisme, est-ce que c'est un fait aujourd'hui? C'est la même chose et comment est-ce qu'on peut lutter contre? D'abord, si on regarde le Moyen-Orient, le monde arabe et musulman, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une distinction sans différence. Dans le monde occidental, les choses sont plus complexes. Il y a des personnes qui se considèrent comme antisionistes sans avoir le moindre sentiment antisémite. Et quand on les accuse, ils deviennent
très fâchés, et parfois ça peut même les transformer en antisémites. Donc il faut faire attention. Quand même, il faut constater depuis plusieurs années que même dans l'opinion mainstream, l'opinion publique mainstream, dans les médias de l'Occident par exemple, de plus en plus on voit un glissement vers les anciens stéréotypes antisémites chez ceux qui se disent uniquement antisionistes. On le voit de plus en plus. Ça, c'est une lutte politique qu'il faut mener avec acharnement parce qu'il y a des conséquences très malheureuse pour l'État d'Israël et pour le peuple juif. En tout cas, une lutte contre l'antisémitisme qui devra donc s'adapter aux évolutions que prennent ces différentes formes d'agression. Merci pour vos explications, professeur Wistricht. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et la suite de l'actualité, c'est dans quelques instants sur GISN TV.